Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. Merci pour être là ce soir. On va vous parler d'un sujet passionnant qui est l'informatique quantique et on va regarder comment effectivement elle peut révolutionner le monde. Donc moi je suis Jean-François Bobier, je suis partenaire et directeur au BCG, donc le Boston Consulting Group à Paris. Ça fait 20 ans maintenant que je suis dans cette belle maison. Et je suis l'informatique quantique depuis 2018, et c'est un sujet qu'on voit grandir. On en parlera un petit peu avec l'équipe, la table ronde. Et je propose qu'on fasse un petit tour de table, et puis on vous parlera avant de rentrer dans les questions, de quoi il s'agit exactement. On essaiera de faire une petite intro. Bonjour, moi je suis Cécile Perrault, je suis en charge de l'innovation et des partenariats à Alice et Bob. Alice et Bob, c'est une entreprise qui développe un ordinateur quantique à base d'une technologie qui s'appelle les supraconducteurs. C'est la même technologie qu'a choisi Google et Amazon pour développer aussi leur ordinateur, donc il y a un petit peu de pression. J'ai rejoint le monde quantique en janvier 2023 et c'est vrai que venant quand même d'autres domaines de la deep tech, l'avantage de l'ordinateur quantique, c'est que c'est un domaine qui évolue très très rapidement. Et c'est vraiment une belle découverte. Bonjour, je suis Christophe Legrand. J'ai rejoint Pascal il y a 2 ans et je suis en charge en fait de la direction du développement business. J'ai fait 25 ans dans le business IT. Avant d'arriver chez Pascal, j'étais chez Nvidia, donc j'ai touché de près au sujet de l'intelligence artificielle, ce qui nous amènera certainement à faire un lien aujourd'hui entre le quantique et l'IA. Et en 2 mots, donc Pascal est une société qui est née en 2019, société française, sur le plateau de Saclay. 5 cofondateurs, dont le prix Nobel de physique 2022, Alain Aspect. Voilà. Bonjour, Frédéric Barbaresco. Je suis en charge du segment algorithmes et calcul quantique au sein du groupe Thales. Donc, Thales est un leader européen dans le domaine de la défense et de la sécurité. Et depuis 2 ans et demi, je m'occupe de ce segment pour le groupe et je travaille en particulier avec toutes les startups de l'écosystème français, et en particulier Pascal et Alice et Bob. Alors ce que je vous propose, c'est que si on peut voir les slides, j'ai quelques petites slides pour vous introduire de quoi il s'agit. Parce que c'est un monde assez bizarre, donc on rentre dans l'infiniment petit. Et au niveau de l'infiniment petit, il y a plein de choses qui se passent qui ne sont pas conformes à ce qu'on a l'habitude ou l'intuition de voir. Notamment quand on est au niveau des particules élémentaires. Vous avez entendu sûrement parler du principe d'incertitude ou de choses comme ça qui font que, en fait, on ne sait pas forcément où elles sont à un instant T. Elles peuvent être à plusieurs endroits. Et ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle des nuages de probabilité. En fait, un électron, on ne sait pas où il est exactement, mais on sait par contre les probabilités de le trouver. Et tant qu'on ne mesure pas, tant qu'il n'y a pas un observateur qui essaie de savoir exactement où est l'électron, il est à plusieurs endroits en même temps. Il y a plein de choses contre-intuitives comme ça qui se passent au niveau donc, des particules élémentaires. Et l'objectif des ordinateurs quantiques, c'est de prendre ces phénomènes, d'utiliser d'autres phénomènes physiques pour contrôler ces fameuses répartitions de probabilités, les changer à travers le temps, et ensuite de mesurer. Et avec ça, on arrive à obtenir des améliorations. Donc ça utilise 2 principes. Le premier, c'est celui que vous voyez sur la petite animation là, c'est que vous avez l'habitude dans vos téléphones d'avoir des bits qui valent 0 ou 1 de manière sûre. Il n'y a pas de... Enfin, c'est soit 0, soit 1. En informatique quantique, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, un qubit vaut 0 et 1 en même temps. C'est une superposition de 2 états. Et tant que le calcul se fait, c'est pas décidé. En fait, après, on peut arrêter la pièce quand on mesure. Et là, ça va être fonction des probabilités que vous allez mesurer, un 0 et un 1. Et tout l'objectif des calculs quantiques, c'est d'amener les probabilités de telle sorte que ça pointe vers la bonne solution, en fait, pour vraiment simplifier ce que ça fait. Et ensuite, l'informatique quantique utilise un deuxième phénomène qui est l'intrication. On parlait tout à l'heure d'Alain Aspect. Alain Aspect a démontré au début des années 80 l'intrication quantique. C'est assez bizarre, mais ça explique qu'en fait, on ne peut pas décrire l'état d'une particule sans décrire l'état des autres particules dans une expérience. Et Einstein avait dit que c'était pas possible, en fait, l'intrication. Et il avait dit que c'était pas possible parce que si on sépare ces électrons ou ces particules assez loin,
ça viole la relativité, puisque la relativité dit que toute communication d'information est limitée par la vitesse de la lumière. Et donc, il avait écrit des papiers disant que ce n'était pas possible, etc. Et Alain Aspect a démontré, et c'est pour ça qu'il a eu son prix Nobel, qu'en fait, l'intrication quantique existe bien, par une expérience maintenant qui est célèbre, puisque ça l'est nobelisée. Et donc, ce que ça veut dire simplement, c'est que dans un ordinateur quantique, quand vous changez l'état d'une seule particule, vous changez l'état de l'ensemble des particules. Donc c'est là où ce qui est intéressant, c'est que ça crée du calcul parallèle. Si j'ai plein de qubits, mais que je touche qu'à un ou deux, on peut même toucher un seul, hein, il y a des portes à un qubit, eh bien en fait je change l'état des autres parce que leurs probabilités sont liées en fait. Et donc du coup ça amène à des trucs intéressants, c'est-à-dire que par exemple là vous voyez si j'ai 3 qubits qui sont reliés ensemble par l'intrication, et ben en fait tant que je continue le calcul, ils sont dans 2 puissance 3, vous pouvez compter, il y en a 8 parce que ça fait 0, 0, 0, 1, 0, etc. En même temps. Donc tant que je fais le calcul, il ne s'est pas déterminé, les 8 états sont superposés. Là je vous l'ai montré pour 3, vous pouvez me faire confiance quand il y a n qubits. En fait, vous avez 2 puissance n états possibles. Et quand vous touchez à un qubit, vous touchez aux 2 puissance n états des autres, en fait. Donc c'est ça l'intérêt du parallélisme du calcul quantique. Donc ça donne un avantage. Alors, on peut le modéliser ici dans les cas idéaux. Donc il y a Olivier qui est dans la salle, Israti qui me corrigera évidemment. C'est pas le cas qu'on aura toujours. Mais dans le cas optimal, on peut avoir des gains par rapport à des calculs classiques de l'ordre de 2 puissance n, ce qu'on appelle des gains exponentiels. Et là, c'est fantastique, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire du tout avec un ordinateur classique. Par exemple, factoriser, vous prenez un nombre, le factorisez en facteur premier. Ça, il faut des centaines de millions d'années dès que c'est un peu grand. Et bien, dans un ordinateur quantique, on sait le faire. Alors, selon la fréquence d'horloge, en quelques minutes, quelques heures, ça dépend comment... Dans celui d'Alice et Bob, je crois que ça sera plus court. Mais ce que je veux dire, c'est on cherche des gains exponentiels, mais on a aussi des gains plus faibles avec certains algorithmes. Par exemple, vous entendez parler de gains quadratiques, donc c'est en racine de n. Le fameux algorithme de Grover, c'est un peu moins bien parce que c'est une racine de n, donc c'est une fonction qui est moins intéressante. Les exponentiels, c'est intéressant. Donc, ce que je veux dire par là, je pense qu'il y a 2 choses à retenir. C'est qu'on peut avoir des gains jusqu'à exponentiels. Les gains sont variables en fonction des algorithmes. Et le troisième truc que je voudrais que vous reteniez ici, c'est que les ordinateurs quantiques ne remplaceront pas vos téléphones ou vos processeurs classiques, ils vont être en complément. Faire 1 plus 1 avec un ordinateur quantique, c'est possible, hein, on peut le faire, mais il vous répondra peut-être 2. Vous voyez ce que je veux dire, vous n'aurez pas il faudra faire plusieurs fois pour être sûr que c'est bien 2. Et c'est pas souhaitable, en fait, évidemment. Enfin, c'est pas là qu'ils vont vous amener un bénéfice. Donc, retenez bien ça. Ça va être des calculs on va avoir ce qu'on appelle des QPU, donc Quantum Processing Unit, qui vont complémenter les CPU, les GPU qu'on a déjà. Et ça va s'ajouter à notre arsenal de calcul. Et quand on a besoin de cette accélération, on l'utilisera. Et puis sinon, là où c'est utile, on utilisera les CPU. Là, c'est utile, on utilisera les GPU. On en parlera tout à l'heure. On va vers un monde qu'on appelle hybride, en fait, où on utilisera différentes modalités de calcul là où c'est utile. Alors, avec le panel, on parlera plus précisément des use cases, notamment Frédéric nous parlera des use cases chez Thales pour que vous voyez un peu des use cases industriels. On considère qu'il y en aura à peu près 4 et qu'il pourrait y avoir un potentiel de création de valeur. Après, les calculs sont toujours valables, sont toujours difficiles à faire, mais on pense entre 480 entre 450 et 850 milliards de dollars d'ici à 2040. Donc, ça ferait à peu près un bonus de 1% du GDP mondial, du PIB mondial. Ça paraît peu, mais 1% c'est beaucoup. Et puis surtout, il faut regarder ce qu'on peut faire avec. Parce qu'il y a l'argent, mais aussi il y a les bénéfices pour l'humanité. Donc les premiers types de use cases qu'on peut faire, c'est des use cases de simulation. Au départ, l'informatique quantique, elle est proposée par plusieurs personnes, mais la personne qui la porte vraiment, c'est Richard Feynman, qui était lui aussi d'ailleurs un prix Nobel,
qui était en charge du calcul de la masse de la bombe atomique à Los Alamos. Donc il savait comment c'était dur de calculer avec des règles à l'époque logarithmiques et autres. Ils ont beaucoup galéré pour avoir la bonne masse. Et donc il a une citation fameuse où il dit la nature est d'origine quantique, donc si on veut calculer des phénomènes naturels, il faut qu'on ait un ordinateur quantique. Donc il a beaucoup parrainé l'informatique quantique. Il faut voir, dans les années 80, on n'avait rien, on avait juste une théorie, etc. Ça a mis, je crois que le premier processeur vraiment quantique qui marchait, c'était 2010, on avait 1 qubit ou un truc comme ça. Enfin, ça a mis 10 ans à ce qu'on ait une première incarnation de cette vision. Et on revient aux use cases. Du coup, les premiers use cases, c'est un peu ceux que Richard Feynman avait proposé. C'est-à-dire, je veux simuler la nature, je veux savoir comment 2 molécules vont interagir. Ou par exemple, vous prenez la couleur de ma chemise aujourd'hui. En fait, c'est un phénomène quantique. C'est la différence entre l'état excité de la molécule et l'état au repos. Ça donne une énergie. Vous divisez par la constante de Planck, et ben ça vous donne la longueur d'onde que vous observez avec vos yeux. Et ben ça, je peux vous montrer que dès que vous avez des molécules qui sont suffisamment complexes, vous ne pouvez pas le calculer avec un ordinateur classique. Vous pouvez synthétiser la molécule, observer, mais vous ne pouvez pas le calculer. Et donc ça, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, la lumière est quantique. Ça, c'est quelque chose que vous voyez tous les jours. Vous ne pouvez pas l'expliquer autrement. Et d'ailleurs, un autre truc qui est rigolo sur la mécanique quantique, c'est qu'en fait, elle explique tout, sauf la gravité. Alors bon, c'est embêtant. On n'a toujours pas de théorie qui explique les deux, mais voilà. Donc, du coup, tout ce qui se passe au niveau moléculaire, les interactions très, très fines au niveau moléculaire, c'est la mécanique quantique qui détermine. L'électromagnétisme, c'est aussi la mécanique quantique. D'ailleurs, la théorie unifiée s'appelle QID, Quantum Electrodynamics. Donc, pour revenir à la simulation, un autre exemple dans l'aéronautique, c'est par exemple l'écoulement d'air sur une aile d'avion ou sur un avion. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, même avec les meilleurs supercalculateurs du monde, Airbus et Boeing, ils ne peuvent pas calculer l'écoulement de l'air? Vous le savez, ça. Ils ont encore des souffleries. Ils reproduisent l'avion et ils balancent de l'air sur la copie parce qu'ils ne peuvent pas calculer autrement. Parce qu'il y a des petits phénomènes chaotiques qui s'amplifient et qu'on ne peut pas avoir avec les systèmes de calcul actuels. C'est pour ça qu'Airbus, ils ont un défi quantique, par exemple, où ils travaillent dessus. Le deuxième type de use case qu'on va avoir dans l'informatique quantique, c'est des cas d'optimisation. Donc, par exemple, ce que je vous disais pour calculer les énergies, par exemple, si je prends les énergies au repos, en fait, c'est une fonction minimum qu'on doit calculer pour l'avoir. Et donc, on peut résoudre des problèmes d'optimisation assez compliqués, type le hasard du commerce, c'est le même type de problème, avec un ordinateur quantique de manière relativement naturelle, même si il y a quand même pas mal de travail mathématique pour les traiter. Mais des problèmes d'optimisation, on en a tous les jours, en logistique, en finance. Et vous pouvez demander aux banques, aujourd'hui, on n'a pas les... Même sur des trucs bêtes comme par exemple déterminer la suite optimale d'exécution d'un ordre en bourse, et bien même ça c'est un problème pas simple, ou déterminer des conversions de devises, c'est pas simple. Et donc là, un ordinateur quantique pourrait amener un bénéfice par rapport aux meilleures techniques classiques qu'on a aujourd'hui. Alors, on va reparler on va parler plus en détail tout à l'heure avec le groupe de l'intelligence artificielle. Il y a une intersection entre l'intelligence artificielle et l'informatique quantique. On pense que l'informatique quantique va aider l'intelligence artificielle parce que pour certains calculs, par exemple, à un moment donné, on doit faire des calculs de distribution de probabilité. Ben là, ça peut faire du sens. Il y a aussi les ordinateurs quantiques sont très bons en algèbre linéaire, et en fait la base de l'intelligence artificielle c'est de l'algèbre linéaire. Donc il y a des bonnes raisons de penser qu'on peut accélérer l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs il y a un autre côté que je pense le panel pourra évoquer tout à l'heure, c'est aussi qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer le design des ordinateurs quantiques. Et puis enfin le dernier use case, alors après qui va disparaître avec le temps, mais je vous parlais tout à l'heure de la factorisation des nombres. Bon, vous allez dire, ça sert un peu à rien de factoriser des nombres, mais en fait, la cryptographie que vous utilisez tous les jours pour faire vos transactions bancaires, pour faire vos vidéos Zoom, pour vos emails, etc., elle repose sur le fait que justement, sur les ordinateurs classiques, c'est très compliqué de prendre un nombre et de le décomposer en facteurs premiers. C'est une opération irréversible, en fait. C'est facile de prendre des facteurs premiers, de les multiplier, de faire un nombre. C'est plus difficile de faire l'inverse.
Mais un ordinateur quantique, comme je vous ai dit tout à l'heure, lui, il sait le faire. Et donc, du coup, on pourra casser les cryptographies actuelles. Mais rassurez-vous, il y a des techniques de remplacement qui sont déjà travaillées, qui viennent d'être validées d'ailleurs il y a 2 mois, et qui vont faire l'objet d'un déploiement là, sur les 10 prochaines années, qui vont toucher pas mal d'industries, enfin toutes les industries d'ailleurs. Donc voilà, c'était le petit panorama que je voulais proposer. C'est vraiment une entrée en matière. On aura du temps pour les questions-réponses, hein, surtout. Vous inquiétez pas trop à ce stade, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un potentiel énorme de l'ordre pour vraiment simplifier $1 trilliard d'ici 2040. C'est pas quelque chose qui va remplacer ce qu'on a déjà, mais qui va probablement s'additionner à ce qu'on a déjà. Et il y a des use cases qui sont intéressants parce que c'est des choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Donc, par exemple, modéliser de manière fine comment certains médicaments sont faits ou la chimie de batteries, etc., qui nous ouvrent des use cases très intéressants. Par exemple, le changement climatique. On sait qu'il y a plein de phénomènes physiques qu'on a besoin de comprendre. Un truc qui revient souvent, c'est par exemple... savez-vous que le processus qui permet de faire de l'ammoniac qui est en fait utilisé pour les engrais, donc on prend l'azote de l'air, hein, vous savez que l'air est à 80% composé d'azote, c'est que 20% d'oxygène, et cette azote, elle est difficile à fixer pour les plantes en fait. Donc il y a des bactéries qui font ça naturellement, mais c'est très inefficace. Et donc il y a un siècle, il y a des chimistes allemands, Haber et Bosch, qui ont trouvé un moyen de prendre l'azote de l'air, de le capturer en mettant sous très haute pression l'air, et de créer de l'ammoniac, et ensuite ce qu'on donne aux plantes pour qu'elles se développent plus vite. C'est pour ça que les rendements de l'agriculture ont augmenté de manière significative d'ailleurs. C'est parce qu'on leur donne les nutriments dont elles ont besoin. Et ben, ce processus-là, il utilise 2 à 3% du gaz naturel mondial. Et aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement. Et pourtant, c'est un truc qu'on a trouvé il y a un siècle. On n'a pas trouvé de meilleure méthode pour le faire. Et ça, c'est typiquement un des use cases qu'on se dit, on pourrait le traiter avec un ordinateur quantique. Il y a déjà des papiers. Ce qui nous manque, c'est le hardware, mais ça tombe bien. Alice et Bob et Pascal amèneront les ordinateurs. Mais on sait déjà les algorithmes pour trouver les remplaçants de ce processus-là. Et il y a plein de choses. On peut parler des bétons et d'autres choses. Donc il y a le gain pour le PIB en monétaire, mais il y a aussi des avantages, j'ai envie de dire, pour le changement climatique et autres. Voilà, désolé pour cette longue introduction. Et je propose maintenant qu'on passe au panel. Et je pense qu'on pourrait commencer la première transition en se disant ok, tout ça c'est fantastique et je vous ai parlé de 2040, mais du coup qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui déjà et puis qu'est-ce qu'on pourra faire demain. Christophe, je pense qu'avec la technologie de Pascal on peut faire déjà des choses plus tôt. Je te propose de parler entre maintenant et 2030 sur ce qu'on peut faire. Alors 2030, c'est vrai que c'est très loin puisque comme je vous le disais, Pascal est né en 2019 et quand on voit l'évolution ne serait-ce que l'ordinateur en tant que tel que l'on commercialise aujourd'hui, c'est vrai que 2030, c'est juste stratosphérique comme espace-temps. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est qu'aujourd'hui, on a la chance de commercialiser en fait un ordinateur quantique. Pour vous donner une échelle, aujourd'hui, le setup standard chez nous, c'est 100 qubits. Donc, quand un client nous demande d'acheter une machine, on lui livre une machine à 100 qubits. Alors, vous me direz, 100 qubits, ça sert à quoi? On est en train de chercher aussi avec nos clients. Ce qui est certain, c'est que 100 qubits, c'est absolument pas suffisant pour résoudre un problème à l'échelle d'une entreprise aujourd'hui. On fait un certain nombre d'expérimentations. On a fait quelques-uns avec Thales, mais on en fait aussi avec des groupes comme le Crédit Agricole, ce qui me permet en fait aussi de faire une transition avec le sujet de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait et on est tous convaincus que l'ordinateur quantique ne remplacera absolument jamais, a priori, peut-être au-delà de 2030, mais moi j'y crois pas, les ordinateurs classiques que l'on utilise aujourd'hui pour faire du calcul à haute performance. Donc pour entraîner par exemple des modèles d'intelligence artificielle. Donc ce qu'on essaye de faire, et comme on sait que l'entraînement de ces modèles est énergivore de façon incroyable, ce qu'on essaye nous chez Pascal, c'est d'essayer de trouver des techniques pour essayer par exemple d'entraîner un certain type de modèle, pas tous, je ne parle pas de ChatGPT ici, je parle de choses beaucoup plus métiers, beaucoup plus resserrées et avec beaucoup moins de données en entrée. Mais on essaye de trouver des techniques, et on l'a expérimenté avec le Crédit Agricole, où on a repris un calcul de risque que le Crédit Agricole fait quotidiennement pour évaluer le risque qu'il pourrait avoir à prêter de l'argent
à un autre corporate. Et donc on a repris ce calcul en partie et qu'on a hybridé avec une approche classique. Et on a réussi à prouver qu'en intégrant une algorithmie quantique, on arrivait au même résultat en termes de précision de calcul, mais à des coûts énergétiques 100 fois inférieurs. En tout cas, à l'échelle du calcul, on n'a pas mené l'étude jusqu'au bout. Et pour reciter Olivier Ezrati, c'est un sujet qui est éminemment important dans le calcul quantique, c'est de voir quel impact énergétique global est-ce que ça pourrait apporter. Mais on commence à pressentir qu'il peut y avoir un impact très, très immédiat. Et au-delà de cet impact énergétique, ce qu'on a aussi démontré, c'est qu'on a eu besoin de moins de points de données pour entraîner le modèle et obtenir les mêmes résultats en termes de précision. Donc on arrive à trouver des corrélations et des avantages au calcul quantique et à l'ordinateur quantique qui est loin d'être abouti, qui est loin d'être dans un état qui permettra d'intégrer beaucoup plus de calculs, comme l'a cité Jean-François. Juste pour compléter ce que vient de dire Christophe, le fondateur de Pascal, il a un chiffre que j'aime bien, c'est que pour faire marcher l'ordinateur de Pascal, il faut la puissance de quelques sèche-cheveux. Donc c'est pas si consommateur quand vous comparez aux supercalculateurs qui ont besoin quasiment de centrales nucléaires pour les alimenter. Donc on peut supposer qu'il y aura des gains énergétiques effectivement. Je pense que c'est assez évident, mais bon, Olivier y travaille effectivement. Cécile, je sais qu'à Alice et Bob, vous travaillez sur les générations qui vont être plutôt à la fin des années 2020 et 2030 après, ce qu'on appelle les qubits logiques, qui vont être, je pense, révolutionnaires. Est-ce que tu peux en dire plus là-dessus ? Oui, donc effectivement, le gros challenge de l'ordinateur quantique, des QPU, en fait, c'est qu'ils sont très sensibles à l'erreur. Et donc Alice et Bob a pris l'approche on va travailler sur ce problème d'erreur, et une fois qu'on a bien travaillé cette erreur, et une fois qu'on a stabilisé le qubit, ben là, on va commencer à le multiplier de façon à arriver à des centaines et des milliers de qubits. Et donc, ce que Alice et Bob a fait, c'est qu'on a identifié... en fait, il y a deux types d'erreurs qui se passent au niveau du QPU. On a l'erreur classique qu'on retrouve dans les ordinateurs où on va avoir le 0 et le 1 qui vont se switcher. Mais on a aussi une autre erreur qui s'appelle le phase flip. Et donc, on a identifié une architecture qui nous a permis d'éliminer complètement la première erreur, ce bit flip. Et comme ça nous permet de nous concentrer maintenant sur seulement cette deuxième erreur. L'avantage, c'est que pour faire cette correction d'erreur, d'habitude, c'est très, très énergivore. Ça demande beaucoup de ressources. Il faut mettre en réseau tout un ensemble de qubits pour qu'ils se stabilisent ensemble. Et nous, ce qu'on a montré, c'est que du fait que notre architecture élimine une des deux erreurs, on a des ordinateurs qui sont entre 60 et 200 fois plus petits que ce que sera nécessaire par l'approche, comme je disais, Google et Amazon. Enfin, pas Amazon, parce que finalement, ils ont pris notre approche, mais Google, si on regarde sur des algorithmes, si on fait le travail théorique sur l'algorithme de Shor, celui qui va nous casser toutes les clés crypto, ce qu'on voit, c'est qu'un ordinateur Alice et Bob, ça sera 200 fois moins de ressources qu'un ordinateur Google. Donc évidemment, il y a le challenge de stabiliser ce QPU aujourd'hui. On ne peut pas faire comme Pascal, de faire quelques QPU et tester aujourd'hui qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner, cette approche qu'on appelle aujourd'hui le NISQ. Nous, on s'est dit non, il va de toute façon falloir travailler sur l'erreur. On fait ce travail en amont. Et une fois qu'on aura stabilisé, on pourra faire la mise à l'échelle et l'industrialisation. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a bien prouvé on a éliminé le bit flip et le face flip. Littéralement dans le dernier mois, il y a eu Google, Amazon, Rigetti qui démontrent que cette correction d'erreur est faisable sur des qubits supraconducteurs. Donc effectivement, on est sur le point d'arriver à cet ordinateur, à ce qubit logique, cette fondation de l'ordinateur quantique. C'est vraiment un moment très 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 intéressant. Bon, après, il faut comprendre que ce qubit logique, c'est extraordinaire parce qu'il stabilise. Je ne veux pas réduire son importance, mais ça reste un transistor. Et il va falloir beaucoup plus de transistors pour réussir à faire un ordinateur. Mais effectivement, on est parti sur l'idée on va s'attaquer au problème de l'erreur avant d'augmenter la puissance de calcul. Alors, ce que j'ai pas mentionné, mais j'en profite pour le faire,
c'est que je vous ai expliqué qu'on utilisait des particules élémentaires pour faire les ordinateurs quantiques. Il y a plusieurs approches pour le faire. Donc celle d'Alice et Bob, c'est la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle les supraconducteurs. Donc c'est un métal, hein, pour vraiment simplifier, et qui est mis à une température extrêmement froide. Typiquement, c'est aussi celle que vous voyez dans les photos. Je ne sais pas si vous vous rappelez des chandeliers quand vous voyez les ordinateurs quantiques. C'est ces ordinateurs-là. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour vous expliquer pourquoi c'est des chandeliers. Vous savez que dans les montgolfières, l'air chaud va en haut, d'accord, puisqu'il est plus léger, et l'air froid il est plus lourd, il est en bas. Et bien, en fait, c'est ce qui se passe dans une enceinte adiabatique d'un ordinateur d'Alice et Bob, c'est-à-dire qu'en fait, le processeur il va être en bas puisque c'est là où c'est froid. Et en fait, chaque étage du chandelier est de plus en plus chaud. Alors attention, chaud, en informatique quantique, 1 Kelvin, c'est considéré comme chaud. Alors 0 Kelvin, c'est le zéro absolu. Et tout en bas, si vraiment vous débrouillez bien, vous pouvez être au micro Kelvin. Sachant que l'espace, c'est au millikelvin, c'est-à-dire que vous êtes plus froid que l'espace. Et en fait, à chaque fois que vous montez un étage, vous gagnez des kelvins. Et tout en haut, vous êtes à quelques kelvins. Oui, effectivement, et on est à 10 millikelvin, donc on est vraiment à des températures extrêmement froides. Et c'est là que c'est hyper avantageux le fait que nous, on va avoir besoin de moins de qubits, parce que sinon, il faut plus de frigo. Il faut vraiment beaucoup plus de frigo. Si vous avez une technologie qui vous demande beaucoup de QPU, et bien, résultat, vous allez devoir installer un sacré paquet de frigo. Voilà, donc les Supra s'appuient sur cette technologie, Squid, ça me revenait. Et l'avantage qu'elle est connue depuis les années 50, on sait qu'il y a des effets quantiques sur ces métaux-là, donc elle est très connue. Et c'est pour ça que c'est une des plus utilisées. Tu citais Amazon, Google, mais Rigetti, IBM, qui est un des grands acteurs. Enfin, vous êtes très nombreux à l'avoir choisi. Et la technologie de Pascal, elle est un petit peu différente. Elle est aussi très intéressante. Elle consiste à prendre des atomes et à les piéger avec des lasers. Et quand vous les piégez, ils ne bougent plus. Et comme ils ne bougent plus, vous savez que la température, en fait, c'est la vibration. En fait, ils sont froids parce qu'ils ne bougent plus, en fait. Et l'avantage des technologies de Pascal, c'est qu'en fait, tout le reste de l'expérience, elle est à température ambiante. C'est juste dans l'enceinte. D'abord, ils font du vide, ils enlèvent tous les atomes qu'il y a dedans. Ils injectent leurs atomes. Et ensuite, comme ils les piègent dans des lasers, c'est froid. Juste là où il y a Et ensuite, ils manipulent les atomes, ils balancent des lasers dessus pour les changer d'état, en fait. C'est super. Alors, il faut imaginer qu'ils sont séparés de quelques micromètres et que le laser doit les viser. Enfin, c'est une prouesse de réussir à faire ça. Et il y a d'autres technologies qu'on peut citer aussi. Par exemple, Kobli, qui est une belle start-up française aussi. Eux, ils utilisent des électrons dans des processeurs plus classiques. Donc c'est intéressant parce qu'ils s'appuient sur les semi-conducteurs qu'il y a dans vos téléphones. Voilà, il y a Candela qui fait de la photonique. Donc eux, ils utilisent des photons, donc de la lumière, qui a plein de bonnes propriétés parce que c'est un bon moyen de transporter l'information. On a une autre start-up française qui s'appelle C12 qui utilise des nanotubes de carbone et qui encode les qubits dedans. Donc il y a plusieurs chemins possibles. À chaque fois, c'est les mêmes mathématiques, mais qui utilisent d'autres moyens de le faire et avec d'autres dispositifs de contrôle. Ce qui nous rassure sur le fait qu'on a plusieurs voies possibles d'y arriver et que tous nos œufs, entre guillemets, ne sont pas dans le même panier, ce qui est important aussi. Alors maintenant, je vais me tourner vers Frédéric parce qu'on a la chance avec Thales d'avoir à la fois un acteur du quantique, mais aussi un utilisateur très avancé. Et ce que je voulais savoir, Frédéric, c'est quel use case tu travailles chez Thales. Est-ce que tu peux nous parler plus du projet de benchmark bas quantique ? Okay. Merci. Alors je fais un tout petit aparté avant de commencer parce que je vais commencer par une citation de Michel Serres qui dit le père apprend la science à son fils et le fils apprend la technologie à son père. Parce qu'on parle beaucoup de deep tech, mais il y a beaucoup de deep science en fait. Et on a parlé du procédé de régulation des qubits d'Alice et Bob, qui est basé en fait sur une équation qui s'appelle l'équation de Lindblad, qui est une équation thermodynamique, et c'est la dissipation en fait qui va réguler ce qubit.
Et on prend souvent l'analogie, donc c'est une invention de l'école des mines, Pierre Rouchon à l'école des mines, et qu'on compare un peu au Watt de la machine à vapeur, puisque c'est le régulateur de Watt qui a permis l'utilisation généralisée de la machine à vapeur. Et donc j'avais un petit message, c'est pour ça que je fais cet aparté, c'est parce que c'est le bicentenaire de la thermodynamique et de l'ouvrage majeur de Sadi Carnot, qui est mort quelques années plus tard à avoir publié son livre, et qui est enterré très près d'ici, à Évry-sur-Seine, dans l'oubli absolu. Sa tombe est complètement abandonnée. Et donc j'avais promis à la famille Carnot, Alix et Olivier, que je parlerai de Sadi Carnot ce soir, et que la thermodynamique quantique est sans doute un des mystères aussi de cette science, et qu'on a parlé aussi de cryogénie. Descendre à 16 millikelvin, c'est encore un défi à grande échelle pour le passage à l'échelle. Donc la science de la thermodynamique quantique sera un problème important à résoudre. Et on va essayer de faire en sorte que Sadi Carnot soit plus connu, parce qu'il y a déjà Lazare Carnot et son homonyme Sadi Carnot, le président, qui sont déjà au Panthéon. Mais on pense aussi à Sadi Carnot, le physicien, au Panthéon. Donc les applications chez Thales, c'est simple, on ne fait pas ça pour s'amuser ou pour tester les choses. Pour nous, c'est un véritable danger. Ça peut mettre à mal pas mal de nos segments de marché. Donc je vais commencer par le premier, qui est le segment spatial. Donc dans le segment spatial, on a eu une étude pour l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui nous demandait avec Roulich de définir les cas d'usage pour le spatial. Et donc on en a défini plusieurs, dont un qu'on a traité avec Pascal, qui est le mission planning, le planning de mission de constellation de satellites. Vous êtes habitués maintenant avec Elon Musk aux constellations. On passe de l'opération de quelques satellites à des dizaines, voire des centaines de satellites. Et ça pose un problème non gérable par les algorithmes classiques. Et donc, on a traité ce cas d'usage avec Pascal et avec succès. Et on est très content des résultats et on va aller plus loin. Et l'Agence spatiale européenne va continuer sur approfondir ces cas d'usage. Ça, c'était un premier exemple dans le cas du spatial. Deuxième exemple, le contrôle du trafic aérien. Thales est le leader mondial du contrôle du trafic aérien. Il y a une chance sur deux, quand vous atterrissez dans un aéroport dans le monde, que vous soyez pris en charge par un système Thales. Et prochainement, j'ai été invité à une table ronde du programme César, qui est le grand programme européen de contrôle du trafic aérien, où il se pose la question comment le quantique va disrupter le contrôle du trafic aérien. Et à Thales, on regarde en particulier différents cas d'usage. Un premier qui est le contrôle du trafic aérien des drones. Donc il y a pas mal de projets en Europe et dans le monde de déployer plus de drones en opération. Et habituellement, on a un avion pour un contrôleur dans le domaine du contrôle du trafic aérien civil. Mais là, avec les drones, il faudra avoir des systèmes automatiques capables de gérer ces drones. Et donc, on a eu des études sur l'optimisation des trajectoires de drones qu'on a traité avec Candela, dont on a parlé aussi, qui a aussi une technologie photonique pour les calculs quantiques. Et puis, c'est un cas d'usage qu'on traite aussi à Singapour, parce que Singapour est intéressé par le contrôle du trafic aérien des drones. Et un autre cas d'usage dans le contrôle du trafic aérien des drones, c'est ce qu'on appelle le Conflict Detection and Resolution. Donc en fait, les contrôleurs vérifient que votre avion ne se rapproche pas trop d'un autre avion, et on va aider le contrôleur à résoudre le conflit entre ces deux avions, mais évidemment il peut en créer d'autres en essayant de résoudre celui-ci. Donc c'est un système extrêmement complexe. Et sous la pression de ce qu'on appelle Green Operation, donc prendre en compte les contraintes climatiques dans le domaine de l'aviation, on va être obligé de contracter le trafic parce que certaines altitudes seront interdites à cause des traînées de condensation générées par les avions. Et ce surplus, en fait, et cette concentration du trafic va complexifier encore plus ce problème des conflits entre les avions, et on regarde comment le calcul quantique pourrait faire. D'autres cas d'usage, donc tout ce qui est télécommunications.
tous les problèmes de routage temps réel, de systèmes complexes hybrides, mélangeant des télécommunications spatiales terrestres. Là aussi, c'est un problème très difficile à résoudre, surtout en temps réel. Et donc, on regarde ce problème-là. Et c'était un de nos cas d'usage dans un hackathon international qu'on a fait dans 5 pays simultanément et qui a été traité par Thales Allemagne. Dans le domaine de l'ingénierie, parce que je vous ai donné des exemples plutôt opérationnels, mais on pense à Thales aussi qu'avant un déploiement opérationnel, il y aura des usages dans le domaine de l'ingénierie. Donc Thales, nous, on n'utilise pas ce qu'on appelle des HPC, High Power Computer, on utilise ceux du CEA, en particulier pour la simulation électromagnétique de nos radars. Mais on est limité actuellement parce que ces simulations durent quelques jours, voire la semaine, et on veut aller vers l'optimisation du design de nos antennes radars télécommunications. Et il faut faire des simulations électromagnétiques beaucoup plus rapides pour optimiser le design de cette antenne et augmenter les performances de cette antenne. Donc ça, c'est un cas d'usage que l'on traite. Ça tombe dans la famille des problèmes de résolution de systèmes linéaires. Donc nous, à Thales, on résout, il faut inverser des matrices extrêmement grandes, de 1 million à plusieurs millions en taille. Et ça, on le fait beaucoup de fois. Et il faut pouvoir le faire très rapidement pour aller à l'optimisation du design. On a une autre application, donc ça, c'est les équations de Maxwell. Et on a une autre application qui sont dans le domaine des tubes hyperfréquences. Donc ça, c'est plutôt le domaine des télécommunications spatiales, où là, on développe des gyrotrons et des tubes hyperfréquences de puissance, qui sont les équations de Maxwell-Vlasov, parce qu'on a aussi des phénomènes de transport, mais on les ramène aussi à la résolution de grands systèmes linéaires. Donc on se ramène au problème des équations de Maxwell qu'il faut aussi résoudre. Et là aussi, il y a des enjeux pour les capacités et les performances de nos équipements dans ce domaine. Et dans l'ingénierie, il y a d'autres problèmes en ingénierie. Donc on essaye d'optimiser les formes d'ondes de nos radars, on essaye d'optimiser ce qu'on appelle le massive testing. Lorsqu'on a des systèmes de plus en plus complexes, il faut faire des tests et ça nous coûte très cher et c'est très long. Et puis aussi, on a une combinatoire de plus en plus élevée parce que nos systèmes sont de plus en plus complexes et donc ce qu'on appelle resetter un système nous coûte très cher. Et certains de nos clients nous demandent aussi de simuler certaines variations de paramètres qui font que parfois 10 secondes de scénario, c'est 2 mois de simulation. Donc on a un gain ici à avoir, à aller chercher des simulations plus rapides. Et donc pour terminer, Thales pilote aussi le programme national de benchmark applicatif des calculateurs quantiques, qui s'appelle BAC, comme benchmark applicatif des calculateurs quantiques, qui est un programme du LNE, qui s'inscrit dans un programme plus large qui s'appelle MetricUS, qui est piloté par le LNE, qui consiste à benchmarker l'ensemble des technologies quantiques. Et BAC regarde les calculateurs. Et ce qui est important, c'est benchmark applicatif, parce qu'on s'adresse aux utilisateurs finaux. Donc, on ne s'adresse pas à des gens qui connaissent les technologies quantiques. Ils ne sont pas intéressés de savoir qu'on a accéléré d'un facteur 100 la transformée de Fourier quantique, mais ils sont intéressés de savoir si on est capable de résoudre à leur échelle les problèmes qu'ils ont sur lesquels ils ont à trouver une solution rapidement. Donc on a défini 4 programmes génériques, 4 domaines génériques. Le problème de l'optimisation, on l'a vu en plein de cas d'usage aujourd'hui. Le problème de l'inversion de systèmes linéaires, donc là c'est tous les problèmes d'équations en dérivées partielles. Le problème de la simulation physique, on l'a vu aussi. Et puis le dernier, c'est la factorisation, effectivement, pour la cryptanalyse. Donc l'autre approche aussi qui est originale, c'est une approche multicritère qui utilise un outil de Thales qui s'appelle QMyriad, qui nous permet d'agréger des critères. On va comparer des choses, un peu des choux et des carottes. On va comparer la puissance, l'énergie utilisée par le calculateur, ou la précision de calcul, ou le temps de latence. Donc c'est des choses qui sont dans des dimensions différentes, et donc il faut un petit peu adimensionnaliser tout ça
agréger tout ça et sortir une note finale et un classement entre les calculateurs. Donc c'est un peu sur le modèle du classement des HPC, si vous connaissez. Il y a un classement mondial des High Power Computers. Alors pour l'instant, on n'en est pas là, parce que les ordinateurs sont trop petits pour qu'on puisse sortir des chiffres qui fassent sens. Donc ce qu'on regarde surtout, et on discute avec Pascal, Candela, Alice et Bob, toutes les startups françaises, mais aussi les startups internationales, déjà savoir si les benchmarks qu'on va développer sont facilement implémentables sur leur machine, ne prennent pas trop de temps de calcul, parce que c'est aussi pénalisant pour eux d'avoir trop de temps de calcul pour ces benchmarks. Voilà. Et donc on est en train de préparer ça, et sous la houlette de la Commission européenne, on discute aussi avec la Hollande et l'Allemagne, le Fraunhofer en Allemagne et TNO et TU Delft en Hollande, pour définir un benchmark européen. Parce que derrière le benchmark, il y a aussi une guerre des normes et des standards qui a commencé. Donc il y a des groupes de travail au niveau français à la FNOR, au niveau européen, au niveau CEN-CENELEC. Mais il y a aussi des groupes de travail ISO, la Chine, l'Angleterre poussent des groupes de travaux là-dessus. Mais aussi au niveau des standards. Donc Alexia Ofev a un projet I3E sur le Quantum Energy Initiative qui regarde la consommation électrique des machines et essayer d'influencer l'architecture des machines futures pour qu'elles soient moins consommatrices, avec peut-être l'idée qu'avant d'avoir l'avantage calculatoire, on a l'avantage en termes de performance de calcul. Et d'ailleurs, ça me fait, juste pour là-dessus, je terminerai là-dessus, quel est le business model des calculateurs quantiques ? Est-ce que ça va remplacer le HPC ? Pour Thales, on ne pense pas. Et ce qu'on voit arriver, c'est que finalement, les machines dans le domaine de l'IA sont en train de dépasser les capacités de calcul des HPC. Et donc, le quantum, ce qu'on appelle le quantum machine learning, ou le calcul quantique pour l'IA, va aussi disrupter l'IA. Et au bout d'un moment, c'est ce qu'a dit Zuckerberg, le problème de l'IA dans le futur, c'est surtout le problème énergétique. Parce qu'on commence à avoir des puissances de 20 mégawatts pour avoir une machine qui fasse tourner du chat GPT. Et donc, il y aura peut-être dans l'avenir un avantage quantique énergétique avant d'avoir l'avantage quantique calculatoire. Merci Frédéric pour ce tour d'horizon. Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure là, sur la géopolitique. C'est un sujet important aussi. Je ne sais pas si dans le panel, il y en a qui peuvent commenter là-dessus, mais c'est très très récent. Hein. Ça fait depuis maintenant un mois qu'il y a ce qu'on appelle des restrictions d'export, un truc que tu connais bien chez Thales, parce que vous êtes dans des métiers où vous êtes tout le temps restreint. Et il y a un chiffre magique de 34 qubits qui a été imposé, qui est assez bas en fait, hein, puisque 34 qubits, vous pouvez presque les simuler sur votre ordinateur à la maison. Presque. Mais c'est simulable en tout cas classiquement. Ça peut, en tout cas, ça a un impact hein, déjà sur les marchés, on le voit, parce que du coup, par exemple, les acteurs américains, ils sont assez embêtés parce qu'il faut qu'ils demandent au département du commerce, il y a plein de validations, etc. On a l'impression qu'en Europe, on a un léger avantage grâce à ça, parce que c'est peut-être un peu plus facile de discuter avec le gouvernement français. En tout cas, pour ce que nous, on a vu. Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus ? Parce que c'est intéressant aussi, la géopolitique. On peut en parler un petit peu. Il y a un combat entre l'Europe, les États-Unis et finalement la Chine, hein, qui est quand même très présent aussi. Et en Asie, il y a des pays qui veulent aussi suivre, comme la Corée, le Japon, Singapour. Je ne sais pas si tu voulais peut-être parler un peu de ça, Cécile, et puis on peut finir. Oui, effectivement, ils ont mis en place cette politique de biens à double usage qui juge que les ordinateurs quantiques auront des applications à la fois pour le civil, mais aussi pour la défense, ce qui n'est pas faux. Ce qui est... Bon, 34 qubits aujourd'hui, avec les taux de fidélité qu'ils nous ont demandé, ça ne nous concerne pas encore. Par contre, ils ont aussi mis toutes les technologies qui permettent de construire l'ordinateur quantique. Et donc ça c'est un peu plus gênant pour nos partenaires, par exemple français, qui développent des composants bien particuliers. Dans le cas, par exemple, en supraconducteurs, on a une très bonne compagnie française qui s'appelle Silent Waves, qui fait des TUPA,
Et résultat, ils tombent dans cette régulation. Et à chaque fois qu'ils vendent un Tupa, ils doivent demander au gouvernement s'ils peuvent le vendre. Et si jamais il y a un problème avec le Tupa et que le client le ramène, ils doivent redemander s'ils peuvent renvoyer le Tupa. C'est quand même, pour une petite entreprise qui est start-up, c'est non négligeable comme impact. Après, la France n'est pas le premier. On est le 3e ou 4e pays. C'est l'Espagne qui avait ouvert la danse, suivi de l'Angleterre. En fait, il y a un ensemble, il y a un réseau de pays qui se sont mis d'accord que quand on commence à mettre des applications sur les biens à double usage, tout le monde va s'aligner. Donc on s'attend, il y a 17 pays qui vont plus ou moins le faire assez rapidement. C'est assez intéressant de voir ça alors qu'on n'a pas les ordinateurs en fait. C'est là qu'on voit l'enjeu. On disait effectivement que la Chine, on n'est plus au courant de ce qu'ils font. On ne les voit plus dans les conférences scientifiques. Ils ne sont plus là. Donc, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Avec les Américains, il y a une petite compétition. Il y a une mention que l'AUKUS est en train de s'appliquer au domaine du quantique. Il faut savoir qu'il n'y a pas très très longtemps, l'Australie a financé au niveau de 1,5 milliard une compagnie américaine de quantique. Il y a les Anglais, leurs testbeds, donc les sites de test d'ordinateurs quantiques sont faits par des compagnies américaines. Donc on soupçonne que AUKUS est derrière. Et donc effectivement, il y a des challenges alors que la technologie a encore besoin de 5 à 10 ans avant de pouvoir exister. Et en fait, la raison pour laquelle on s'entend quand même très bien avec les autres, ce qu'on pourrait considérer des compétiteurs, mais il y a encore beaucoup de choses à résoudre. Les frigos ne sont pas assez gros, on le sait, ils n'auront pas la taille qu'on a besoin pour nous. On a besoin d'amélioration dans les câblages. Les meilleurs câbles actuellement sont au Japon. Si le Japon nous met la même règle, on a un petit problème dans notre supply chain. Et donc on est dans un domaine où on doit travailler ensemble, où on doit faire de la collaboration. La France a poussé, c'est vraiment le seul pays au monde qui a poussé les 5 modalités technologiques du quantique. Donc, dans le reste de l'Europe, ils ont besoin de nous pour le côté hardware. L'Allemagne est très bon en logiciel, donc on a besoin de l'Allemagne pour ce genre de choses. On a besoin de travailler à travers les échelles, à travers les frontières. Et si on commence à mettre un petit peu trop tôt de la stratégie et des empêchements, ça va nous rendre les choses assez compliquées. Juste pour compléter ce que disait Cécile, l'AUKUS, je ne sais pas si vous vous souvenez que les Australiens, ils ne voulaient plus nous acheter nos sous-marins finalement, et qu'ils avaient signé un accord avec les Américains, les Anglais et les Australiens. C'est ce traité-là. Et il y avait un chapitre sur le quantique dedans. Et ce qui est intéressant de la géopolitique, c'est de voir que c'est devenu un sujet de souveraineté et que c'est pris au sérieux parce que dès maintenant, ils passent des lois, alors qu'effectivement, comme le disait Cécile, personne s'y attend, et nous compris au BCG, à ce que ce soit absolument révolutionnaire d'ici à 5 ans. On ne s'attend pas à ce que les codes soient cassés d'ici 5 ans, etc. Donc c'est vrai que ça paraît prématuré, mais ça montre l'importance que ça a pris, stratégique que ça a pris pour les États. Je ne sais pas si Frédéric, tu peux commenter ou pas du tout là-dessus. Non, on sait juste que AUKUS a commencé à discuter avec le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée du Sud. Voilà, donc l'accord. Toujours pas dedans, alors. Si je peux me permettre, je mets un petit bémol là. Alors évidemment, tout ça est bien vrai, mais comme nous, on est sur une technologie un tout petit peu différente, ça ne nous a pas empêché, par exemple, de vendre une machine à l'Arabie Saoudite, à Aramco en l'occurrence, qui nous a acheté une machine au mois de mai dernier. Donc il y a encore des voies, et bon, ça fait partie de ma mission chez Pascal d'aller chercher justement des marchés à l'international, mais voilà, donc il y a quand même des choses qui sont possibles. Ce qui est certain, c'est qu'il y a plein de pays dans lesquels il n'y a pas 5 startups qui ont commencé à travailler sur les ordinateurs quantiques. Donc ça, c'est vraiment une spécificité française, presque européenne. Les Coréens, les Japonais sont bien loin derrière. Les Chinois, on ne sait pas. Les Américains, évidemment, sont là. Donc voilà. Donc nous, on a décidé d'y aller et puis de voir après les contraintes. Oui, un autre commentaire que je pourrais faire par rapport à ça, c'est que pour ce que moi j'ai vu, j'ai l'impression que le gouvernement français est pour l'instant assez souple, et que en gros, de ce que j'ai compris, il y a
tant que vous pouvez prouver que les applications sont civiles, c'est oui. Enfin, par défaut, c'est oui. Ce qui est un avantage. Je pense que les Américains, ils sont un petit peu plus pénalisés que nous là-dessus, parce que c'est un peu plus dur chez eux, parce que tout est un peu plus processé. Donc, ça peut peut-être nous donner un avantage avec certains marchés. Tu parlais du Moyen-Orient ou autre, où on peut encore exporter facilement. Et les Américains, c'est peut-être un tout petit peu plus dur pour eux. Et on l'entend en tout cas de l'autre côté quand on parle aux clients. Un autre truc que je voulais mentionner aussi, c'est que cette année, l'informatique quantique, ça va représenter un marché de 1 milliard de dollars dans le monde. Ça va vous paraître bizarre compte tenu du fait qu'il n'y a pas encore, comme disait très bien Frédéric, il n'y a pas encore des cas d'usage concrets. On fait des expérimentations, mais c'est pas mis en production. Donc c'est difficile à comprendre pourquoi il y a 1 milliard. Mais en fait, quand vous regardez, 2 tiers des dépenses viennent des États en fait. Ils ont tous voté des plans de soutien. Les Américains, c'est massif. C'est plusieurs milliards. En Europe, si on fait la somme, on est aussi à plusieurs milliards. Alors c'est sur plusieurs années, hein, c'est compliqué de savoir combien ça fait sur une année. Mais néanmoins, par contre, nous, ce qu'on sait, c'est que sur ce milliard, il y en a à peu près un bon 2 tiers qui vient des États. Où en fait, à la fin, ils achètent les technologies. C'est les centres de calcul nationaux, c'est les compagnies nationales et autres. Et ils soutiennent le secteur. Ce qui n'est pas anormal, hein. Le GPS, Internet, les puces ont toutes commencé par des commandes publiques, hein. Donc c'est pas du tout anormal. Donc j'espère que là aujourd'hui le budget va être discuté. J'espère qu'il y aura toujours de l'argent pour l'informatique quantique et on nous a promis que oui. Donc bon. Je voulais qu'on revienne à. On avait parlé tout à l'heure parce qu'on sait que c'est important le changement climatique. Je crois que Cécile, tu travailles avec BPI sur l'efficacité. Tu peux en dire plus aussi? Oui, effectivement, tu l'avais mentionné, je crois, Frédéric, rapidement. Avec Alexia Ofev, nous avons un projet qui s'appelle OECQ et dès aujourd'hui, nous faisons une étude de la consommation énergétique de nos puces et effectivement du frigo, puisque beaucoup de gens ont cette intuition que un frigo qui refroidit très 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 froid, ça consomme beaucoup. En fait, c'est pas le frigo qui fait la plus grosse consommation. On a des systèmes de contrôle pour envoyer des signaux assez proches de ce que tu mentionnais, les systèmes de radar. On est quasiment sur les mêmes fréquences. Et donc, on a des systèmes qui envoient ces ondes micro-ondes pour contrôler la puce. Et il y en a besoin de beaucoup. Parce que dès qu'on a besoin d'un qubit, on en a besoin de beaucoup. Et donc, ça fait une grosse consommation énergétique. Et dès aujourd'hui, on a voulu faire cette étude en partenariat donc, avec EDF, Alexia Ofev de Singapour, Candela, pour voir est-ce qu'il y a des chemins dès aujourd'hui où on peut construire des processeurs qui demanderaient moins de consommation énergétique. Il faut savoir que cette consommation énergétique a été très très peu étudiée. Olivier en parle beaucoup parce que effectivement, trop peu de gens se posent la question d'accord, les algorithmes qu'on va faire tourner dessus, ça fait tant de portes à exécuter. Mais combien est-ce que d'énergie chaque porte va demander? Et donc, souvent, quand on discute des algorithmes, on vous dira ça va prendre plusieurs milliers d'années ou quelques mois à le faire sur un ordinateur quantique. On peut dès aujourd'hui calculer combien ça va consommer énergétiquement. Et en Europe, on est quand même la région du monde qui se pose le plus ce genre de questions. On a vraiment un avantage de se poser dès aujourd'hui cette question. Et donc, on a voulu, dès maintenant, alors que l'ordinateur ne fonctionne pas, se dire, est-ce qu'on peut faire un processeur qui consomme moins? Merci beaucoup, Cécile. Juste un élément aussi que je voulais préciser par rapport à la technologie d'Alice et Bob. C'est vrai que les frigos à dilution, donc ces fameux frigos qui baissent la température proche du zéro absolu, on pourrait dire c'est horrible, ça consomme plein d'énergie. C'est vrai au début, mais ensuite, comme vous le mettez dans une enveloppe, dans une enceinte dite adiabatique où ils sont enfermés, enfin, le froid ne peut pas changer avec l'extérieur. Et le fait qu'en fait, Alice et Bob le sait, enfin, vous le savez très bien, il faut envoyer le moins d'énergie possible pour ne pas perturber le système. De fait, ils génèrent le moins de chaleur possible qu'ils peuvent dans l'enceinte.
Donc en fait, le frigo, il travaille au début, mais après, il y a quand même moins de consommation. Donc, faut pas vous faire. Il faut aussi voir. C'est intéressant aussi, parce que tu visualiser l'ordinateur d'Alice et Bob, il tient dans un frigo américain. Alors pas un frigo, enfin un gros frigo, mais c'est pas plus grand que ça. Enfin, juste pour voir. Une grande, les bonbonnes d'eau. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que ça peut être efficace énergétiquement. En fait, on va avoir encore 15 minutes pour les questions. Je voulais peut-être qu'on passe à l'IA finalement. Et peut-être, Christophe, tu pourrais parler de l'IA et du quantique un petit peu. Chez Pascal, comment tu avais un petit peu abordé? Oui, alors j'ai effleuré le sujet. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'IA, donc loin de moi l'idée de vous faire un cours d'IA. On a déjà effleuré aussi quelques idées qui nous animent. C'est-à-dire qu'on a des chercheurs qu'on embauche exprès pour ça, pour travailler là-dessus, sur comment compléter justement ou entraîner d'une façon différente des modèles d'IA. Donc on a des mathématiciens, on a des gens qui parlent couramment le machine learning. Et donc ces gens-là en fait sont en train d'imaginer les futurs algorithmes de demain. Et la tendance que l'on voit poindre, c'est que il y a quand même une grosse probabilité que ces algorithmes soient ce qu'on appelle des algorithmes hybrides, et donc nécessitent de façon presque certaine des calculs que l'on dit classiques, nous, dans le monde quantique, donc qui sont ces fameux gros calculateurs dont Frédéric a parlé, que ce soit des calculateurs qui sont hébergés au CEA ou dans les centres de recherche, qui ont des puissances phénoménales en termes de calcul. Donc on est en train de regarder justement comment est-ce qu'on peut coupler de l'algorithmique quantique avec ces grosses bébêtes qui, malgré tout, consomment énormément d'énergie. Donc on essaye de voir comment placer le curseur et de voir dans quelle mesure, effectivement, un ordinateur comme Pascal, qui peut être branché littéralement dans votre cuisine, parce qu'on a besoin de 4 prises électriques pour le faire fonctionner. Donc si quelqu'un est intéressé, passez me voir juste à la fin. Mais voilà, blague mise à part, donc on essaye de voir justement comment placer ce curseur, et on sait pertinemment que la puissance des ordinateurs quantiques, et celui de Pascal évidemment aussi, ne permettent pas d'aller encore suffisamment loin pour explorer complètement ce sujet-là. Mais voilà, on a identifié cette voie où encore, on l'a dit tout à l'heure, le calcul quantique ne remplacera pas l'intelligence artificielle, mais viendra comme soit un accélérateur, soit comme un élément qui permettra de consommer moins d'électricité pour entraîner un modèle, par exemple. Du coup, dernière question avant qu'on passe aux questions-réponses avec l'audience. Frédéric, tu avais mentionné le quantique et l'IA et le fait que Thales travaille dessus. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ce que vous faites? Oui. Donc le domaine de l'IA est important pour Thales. On vient de lancer le laboratoire Cortex, donc Cortex Laboratory, Cortex Factory et Cortex Answer, qui est une nouvelle structure de Thales dans le domaine de l'IA. On a beaucoup d'ingénieurs, plus de 650 ingénieurs qui travaillent dans l'IA. Donc on s'est posé la question sur le quantique, et nous on travaille sur des technologies très spécifiques d'IA en fait, qu'on appelle informées par les modèles analytiques. Les GAFA, ils aiment bien faire de la médecine sans faire 12 ans de médecine, ils aiment bien faire de l'électromagnétisme sans connaître les équations de Maxwell, ils aiment bien faire de la mécanique des fluides sans connaître les équations de Navier-Stokes. On trouve que c'est un peu absurde parce que les équations de Maxwell, nous en électromagnétisme, on les maîtrise très bien. Par contre, on peut corriger parce qu'il y a certaines choses qu'on ne sait pas écrire dans les modèles analytiques. Donc, quand on construit des antennes radar, il y a des phénomènes de saturation, de non-linéarité qu'on ne sait pas écrire analytiquement. Mais par contre, au premier ordre, on a les équations de Maxwell qui nous donnent une bonne approximation, et donc on va rajouter un réseau de neurones qui va corriger en fait ces choses-là. Donc c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle informée par les modèles analytiques. Et pareil dans le domaine de l'imagerie, moi j'ai montré des images de chats à mes filles et au bout de 3 images, elles savaient reconnaître un chat. Et pourquoi elles savaient reconnaître un chat? Parce que le système visuel, ce qu'on appelle le niveau V1 dans le cortex, est équivariant aux transformations géométriques. Donc en fait, les réseaux de neurones classiques ne sont équivariants, ce qu'on appelle équivariants, que aux translations, mais pas aux translations et rotations.
Donc que font les GAFA? Ils prennent leur grosse base de données, ils appliquent les rotations sur toutes leurs bases de données, donc ça multiplie déjà par 400 leur base de données, et puis ils réapprennent. Mais en fait, ces transformations géométriques, on peut les intégrer dans le réseau de neurones. C'est ce qu'on appelle les GIN, Geometric Informed Neural Network, ou les réseaux de neurones informés géométriquement. Et donc par construction, ils seront robustes à ces transformations géométriques. Et on essaye d'adapter ça aussi aux caméras fisheye et à d'autres types d'applications. Alors le gros défaut de ces choses-là, c'est que on est obligé de faire une convolution, pas avec la translation, mais une convolution sur un groupe de lits. Et ça marche très mal sur les GPU. Mais c'est intéressant de le regarder dans le cas des ordinateurs quantiques. Le MIT travaille dessus, spécialement les équipes de Seth Lloyd. Si vous connaissez les algorithmes quantiques, il y a l'algorithme HHL pour l'inversion du système linéaire. Le L, c'est Lloyd. Et un de ses derniers thésards a travaillé sur ce qu'ils appellent le Quantum Group Convolution. Donc comment faire ces réseaux de neurones équivariants avec des convolutions sur des groupes de Lie sur des calculateurs quantiques. Et ça fait une remarque d'ailleurs parce que tout le monde se lance pour mettre de l'algèbre linéaire sur des ordinateurs quantiques, mais en fait des portes quantiques ça manipule des opérateurs unitaires et c'est ce qu'on utilise en algèbre de Lie. Et donc algèbre en fait c'est calculé. Il y a différentes façons de calculer. Au tout début les gens utilisaient l'algèbre de Boole. On est à l'ère de l'algèbre linéaire, mais tout le XXe siècle des mathématiciens, c'est l'algèbre de Lie en fait. L'algèbre de Lie parce que on peut s'abstraire des systèmes de coordonnées. On retrouve l'algèbre de Lie en robotique. Il y a beaucoup de travaux. On travaille avec l'école des mines sur des filtres de Kalman basés sur l'algèbre de Lie. On retrouve ça dans les réseaux de neurones équivariants. Et donc il y a toute une école américaine, Los Alamos Laboratory, Marc Cerezo, Los Alamos Laboratory, des équipes de Lloyd au MIT travaillent sur ces algorithmes basés sur l'algèbre de Lie sur les ordinateurs quantiques. Et à Thales, on pense que ça va être sans doute une disruption. Et donc on regarde activement, on commence à faire un état de l'art très sérieux et à tester des choses sur ces nouvelles familles algorithmiques. Et juste pour terminer, on regarde un autre domaine qu'on appelle les PIN, les Physics Informed Neural Network. Et là aussi, ça demande des calculs spécifiques. Et il faut pouvoir... on regarde comment faire des QPIN pour pouvoir utiliser les calculateurs quantiques sur ces modèles-là. Bon, c'est passionnant et on voit qu'il y a plein d'applications possibles. Ce que je vous propose maintenant à l'audience, c'est qu'on a à peu près 15 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez. On n'a pas toujours les réponses, mais enfin, on essaiera. Bonjour et merci. Les fermes à crypto-monnaie consomment énormément d'énergie et je voudrais savoir, selon vous, quel apport pourrait leur donner l'informatique quantique. Et si je vous pose cette question, c'est parce que c'est une question qui est posée par la NBD, la nouvelle banque de développement des BRICS à Shanghai, dans le cadre du forum des BRICS. Donc j'ai lu ça. Et ça m'a questionné, et comme je savais que je venais vous voir, voilà. Bon, je connais un tout petit peu la blockchain, je propose que je la prenne celle-là. Je pense qu'il y a deux éléments. Alors d'abord, il faut savoir que la blockchain, elle est sécurisée. En fait, vous connaissez le principe de la blockchain. Vous avez une clé publique qui est l'identifiant de votre wallet, et vous avez une clé privée qui vous permet de valider vos transactions. Et en fait, ça utilise le même principe que la factorisation dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, vous avez... votre clé privée, c'est le nombre premier et vous l'avez multiplié par d'autres et ça vous donne la clé publique de votre wallet sur Bitcoin ou ailleurs. Il se trouve que Bitcoin utilise un autre algorithme qui s'appelle l'algorithme elliptique, mais c'est le même concept. À partir de la clé publique, c'est difficile de trouver la clé privée. C'est difficile d'inverser. Par contre, à partir de la clé privée, c'est facile de déduire la clé publique. C'est la même chose que la factorisation, c'est un petit peu différent. Juste, c'est un use case aussi du quantique. Il se trouve que la technique qui est utilisée pour Shor, elle sert aussi à casser les algos elliptiques. Donc en fait, si vous avez des bitcoins, faites attention d'ici 10 ans, juste en prenant votre clé publique, c'est-à-dire en fait votre numéro de wallet qui est sur la blockchain, je pourrais déduire votre clé privée et donc passer une transaction et vous piquer tous vos bitcoins. Voilà. Donc
Alors, il faudra probablement Alice et Bob pourra le faire en premier ou Pascal, mais bon voilà, vous serez embêtés quand même. Donc il y a un premier truc, c'est que c'est la crypto qui est utilisée pour l'instant, il faudra qu'il la change. Ils y travaillent déjà, mais ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bon après sur la blockchain plus généralement, il y a un problème quand même de consommation d'énergie. Ils estiment que je crois que c'est 1% de l'électricité mondiale. Je crois que ça représente un pays comme la France au niveau mondial. La bonne solution, c'est ce qu'on appelle le proof of stake, je pense, où en fait, au lieu de faire du calcul brutal, il y a des sortes de files d'attente et enfin, une autre manière de faire. Donc je pense qu'en fait, il faut probablement poser la question différemment. Mais bon, la blockchain, c'est un peu spécifique. Mais effectivement, il y a des gens qui parlent de l'intersection du... Je l'ai rarement, mais effectivement, entre la blockchain et ce que vous devez retenir, c'est que si vous avez des bitcoins, faites gaffe dans 10 ans, potentiellement, Cécile pourra tout vous prendre. Je vais juste dire, Thales, le département de cybersécurité de Thales travaille avec Alice et Bob. On lance une étude avec l'INRIA qui s'appelle Ascon4 pour attaquer le code Ascon. Alors lui, c'est un code pour l'IoT, voilà, et donc qui a été validé, normalisé par le NIST. Et on va essayer de travailler avec Alice et Bob pour voir ce qu'on peut faire dans le domaine du quantique. Bonsoir à tous. Igor Vujik de Mine Paris PSL. Est-ce que vous avez des besoins spécifiques en termes de RH, de recrutement, et est-ce qu'il y a des profils que vous cherchez et que vous n'arrivez pas à trouver? Les physiciens, on sait où aller les trouver. Ils viennent des grandes écoles et on fait. Enfin bon, c'est des gens qui nous connaissent bien et qu'on connaît bien. Non, la vraie difficulté, en fait, c'est celle que toutes les tech compagnies ont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de difficultés à trouver un DevOps ou quelqu'un qui va être vraiment dans le développement d'une plateforme IT que des vrais spécialistes du quantique. Je confirme qu'effectivement, en termes de... Il y a aussi cette approche que nous sommes une entreprise qui est hautement technologique. Il y a le côté un petit peu particulier que nous n'avons pas de produits. Donc souvent, on se retrouve avec des profils qui ont l'habitude soit de travailler dans des entreprises où le revenu est nécessaire, ou soit des chercheurs. Et donc avoir des gens qui ont interagi à la frontière du monde de la recherche, mais tout en ayant une connaissance un peu du business, c'est vraiment assez compliqué à trouver. Après, nous, du côté des physiciens, ce qu'on voit comme nos compétiteurs, c'est les Américains du Nord. Les salaires, on peut pas faire la course. Et donc, alors jusqu'à maintenant, ils nous laissaient assez tranquilles. On les voyait pas trop arriver dans nos filières qui sont l'ENS Paris, l'ENS Lyon, le Mines, etc. Et récemment, on a commencé à croiser Google dans les couloirs. Donc, on n'est pas très rassurés. Je confirme, pour avoir vu quelques chiffres de salaire, c'est parfois x2 entre les États-Unis et la France. Donc, bon. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je voulais juste dire, Thales aussi, on embauche quelques ingénieurs dans le domaine de l'algorithmie quantique. Et voilà, et pas que en France. Donc, on leur propose aussi des postes à des Français pour aller à Singapour ou aller au sud de Londres à Reading, à nos centres de recherche, mais aussi à Montréal ou à Québec. Voilà, donc on peut avoir une carrière internationale aussi dans le quantique chez Thales. Merci Frédéric. Du coup, juste question. Finalement, pour Monsieur Tout le Monde, qu'est-ce que le quantique va changer finalement? En fait, vraiment pour quelqu'un qui n'est pas une entreprise, vraiment pour Monsieur Tout le Monde. C'est ce que j'essaie d'un peu d'expliquer, c'est-à-dire qu'il y a des simulations qu'on peut pas faire, parce que je disais tout à l'heure, calculer la couleur de ma chemise, vous pouvez pas, par exemple. En tout cas, si c'est beaucoup d'atomes, vous pouvez pas. Donc ça va avoir des impacts. On va trouver des nouveaux médicaments, on va trouver des meilleurs processus. Je vous parlais d'Haber-Bosch pour faire l'azote. Donc il y a des choses qu'on pouvait pas faire qu'on va pouvoir faire. Et puis il y a des choses qu'on savait faire mais approximativement. Par exemple calculer une exécution de portefeuille ou des use cases de logistique. On savait le faire mais pas très bien et on le fera mieux. Voilà. Mais vas-y, oui. Cécile. Effectivement, les modèles que l'on pense où le quantique va être assez bon, c'est les modèles multifactoriels où on prend en compte beaucoup de facteurs pour arriver au résultat. Et les cas classiques, c'est par exemple la médecine personnalisée.
Aujourd'hui, c'est très très difficile de faire un modèle. Donc, pour faire tout ce qui est médecine personnalisée, nos ordinateurs classiques ne peuvent pas le faire tourner. Donc, c'est pour ça la fabrication d'un médicament fait sur mesure, ça serait possible. Bon, évidemment, toutes les simulations du climat, qui sont quand même extrêmement complexes. Et en termes d'optimisation, les chemins d'acheminement, là, vous avez peut-être entendu parler qu'il y a un petit problème dans la supply chain. Réoptimiser la supply chain en fonction des paramètres géopolitiques ou climatiques. Donc, au jour le jour, vous ne le verrez pas. Mais vous aurez un impact et vous aurez des capacités, des technologies qui vont exister parce que l'ordinateur quantique est arrivé. Je voudrais rajouter, les jeunes sont plus sensibles au climat maintenant, et nous on est très impliqués dans le trafic aérien, et donc on est sensible à ça, et le fait de prendre en compte l'impact des avions sur le climat, on a des grands défis devant nous. On travaille sur ce qu'on appelle les contrails, les traînées de condensation. Et il y a des difficultés à modéliser ces phénomènes, qu'on appelle les traînées de condensation persistantes, qui vont contraindre le trafic aérien. Après, il va falloir optimiser ce trafic pour limiter ces effets-là, qui ont un effet double du CO2 sur l'aviation. Voilà, donc comment passer d'une aviation classique à une aviation green? Il y a ces problèmes de modélisation des phénomènes de traînées de condensation. Donc Airbus travaille dessus, Safran, tout l'écosystème aéronautique. Optimiser le transport, le trafic aérien pour limiter les consommations également. Mais on est moins dans ce domaine, mais tout ce qui est nouveaux carburants et tout ça, là, il va y avoir des impacts. Donc l'impact sur le green du quantique sera non négligeable dans le futur. Voilà, c'est du très tangible, je pense. Je voulais pas vous interrompre. Je vous en prie, allez-y. Bonsoir, merci. Merci beaucoup pour l'effort de vulgarisation. C'est super intéressant. Il y a quand même quelque chose que moi, monsieur tout le monde, j'ai encore un peu de mal à concevoir. J'entends d'un côté que l'ordinateur quantique n'existe pas. J'entends ensuite qu'on a une machine qui a déjà été vendue aux Émirats arabes. Du coup, la grosse différence entre un ordinateur actuel et un ordinateur quantique niveau hardware, niveau, on va dire, le software qu'on va utiliser pour justement utiliser la puissance de calcul derrière, etc., quelle est-elle, en fait, concrètement ? Alors, moi, je ne suis pas non plus très technique, mais vous avez compris qu'il y a plusieurs types de qubits. Et donc, nous, on a une particularité, c'est que les qubits qu'on utilise sont des atomes et ils sont à l'état naturel. On les utilise comme ils sont. Donc, on utilise leurs propriétés. Et cette propriété, aujourd'hui, nous permet d'ores et déjà de faire des calculs. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont en capacité de nous acheter des machines, puisqu'en fait, on a été jusqu'à l'industrialisation d'un setup qui nous permet de vendre aujourd'hui des machines. En fonction des technologies, c'est plus ou moins avancé. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec les machines actuelles, donc par exemple celle de Pascal, vous ne pourrez pas faire tous les calculs qui viennent, ou en tout cas élaborer tous les cas d'usage qui viennent d'être énoncés ce soir. Ça, c'est certain. Donc, voilà. Je pense que juste pour donner une perspective un peu de vue de l'extérieur et pour parler pas mal avec les entreprises, etc., c'est assez compliqué de réconcilier le fait qu'il y a 1 milliard dépensés par an sur le quantique aujourd'hui et le fait qu'à l'heure où on se parle, il y a eu une démonstration par Google de ce qu'on appelle la suprématie quantique. J'aurais peut-être d'ailleurs pu commencer par ça en 2019 par Google. Alors après, il y a eu des gens qui ont montré des algorithmes classiques étaient meilleurs, mais ensuite il y a eu des algorithmes. Après, il y a eu des machines quantiques qui étaient encore mieux. Et, c'est une espèce de compétition, mais ce que j'ai retenu, c'est que le dernier round est en faveur du quantique. Mais c'est un problème qui sert à rien. C'est vous lancez un grand dé et vous vérifiez qu'il n'est pas pipé. En gros, je simplifie. C'est pas un problème qu'on a tous les jours. Mais pour des problèmes concrets des entreprises, aujourd'hui, il n'existe pas de machine. Donc, vous allez me dire comment ça se fait qu'il y a des gens qui achètent. Alors, je vais vous expliquer. Déjà, il y a les États, 2/3 des commandes. Donc, ils n'attendent pas un avantage quantique. Ils expérimentent. En fait, ils achètent. Il y a des centres de calcul qui veulent récupérer ces machines pour regarder comment ça se passe et commencer à préparer les business cases. Et le reste, c'est les entreprises, comme Thales, mais aussi comme beaucoup d'autres, moi, certains de mes clients, qui font ce qu'on appelle en anglais, la preparedness, donc en français, préparation, en fait, tout simplement. Ils veulent regarder quels sont les use cases, ils font de la recherche et ils veulent être prêts quand les machines seront prêtes. Et quand même, comme les machines
progresse en puissance à peu près de double tous les deux ans à peu près. C'est exponentiel. Donc, on va arriver à un moment où on va dépasser le stade où ça devient vraiment utile, en fait. Et c'est entre maintenant et 2030. Et là, à ce moment-là, il y aura un vrai achat avec un ROI. Aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est de l'expérimentation. Mais néanmoins, c'est tellement disruptif que les gens achètent quand même maintenant, alors que ce n'est pas encore prêt tout à fait. Oui, non, je confirme tout à fait. Les achats de machines, souvent, sont pour se familiariser avec une machine. Donc, on voit les centres de calcul. Et puis, comme disait Christophe, les algorithmes vont probablement tourner une partie sur les ordinateurs classiques des centres HPC et une partie sur les ordinateurs quantiques. Et donc, cette interface, les centres HPC veulent la préparer. Parce que l'ordinateur quantique ne fonctionne pas de la même manière que le GPU et les CPU qu'ils ont. Donc les achats généralement c'est des achats anticipés pour pouvoir préparer leur centre, et le jour où la machine est là, ils ont déjà le frigo, ils ont déjà installé tous les besoins nécessaires des autres machines. On a peut-être le temps pour une dernière question. Ouais. Oui, s'il vous plaît. Vous avez parlé sur les applications. Je comprends que vous parlez sur des molécules et tout ça, des applications quantiques. Ma question, c'est de savoir, concernant la génétique, quelle application pratique vous pouvez donner comme exemple, soit côté génétique, génome, au génome je vais vous faire une réponse Pascal. On a travaillé sur un problème de toxicité. Donc on a utilisé des mécanismes de machine learning pour comparer deux structures moléculaires et voir s'il y avait une incompatibilité ou une compatibilité. Mais on a travaillé sur une molécule qui avait 6 atomes. Voilà. Donc on est très très loin de faire de la génétique ou d'analyser l'ADN aujourd'hui. On en est très très loin. Je confirme, ça mettra du temps avant qu'on puisse que ce soit vraiment utile. Ouais. Je voulais quand même modérer sur les machines analogiques. Par exemple, Los Alamos Laboratory a fait des benchmarks avec l'état de l'art d'algorithmes d'optimisation, et avec des ordinateurs quantiques analogiques. Ils ont quand même eu, sur certains cas, des accélérations d'un facteur 50. En interne Thales, on travaille sur certains algorithmes. On vient d'avoir des résultats. On a une accélération de 15. Alors, ce n'est pas l'avantage exponentiel, mais ça commence à nous intéresser pour certaines applications. Voilà. Donc, il manque encore d'échelles, et même sur l'analogique, on va avoir des choses plus puissantes bientôt. Mais voilà, on commence à tangenter ce que savent faire au mieux les algorithmes classiques. Et puis il faut reconnaître le progrès. Moi, je n'y suis que depuis 3 ans, et rien qu'en 3 ans, alors il faut lire le livre de Olivier Ezrati pour suivre vraiment tout ce qui se passe, parce que ça évolue tellement vite. Et à chaque fois, on dit non, mais là, il y a un jalon, là, ils vont pas passer le cap, et à chaque fois, les gens passent le cap, puis disent ah ouais, mais celui-là il était facile, et puis en fait il y avait un autre jalon. Mais on se rend compte quand même qu'il y a vraiment des jalons qui ont été franchis, et les gens travaillent vraiment sur la programmation des calculateurs, font des tests. On est sorti du domaine de la théorie des ordinateurs quantiques. On est vraiment dans les mains, dans le cambouis des ordinateurs, de tester des choses. Et ça, faut s'acculturer. Nous, Thales, comme vous disiez, on s'y intéresse parce qu'on sait que nos compétiteurs principaux sont dessus. Hein, les Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman aux États-Unis, aussi en Israël, Elta, Rafael. Tous nos compétiteurs sont dessus, Leonardo en Italie. Et donc, nous, on n'aura pas le temps d'acculturer nos ingénieurs. Et donc, il faut dès maintenant leur donner une culture. C'est aussi attractif pour des métiers qui étaient vieillissants. Hein, nous, la simulation électromagnétique, trouver des jeunes ingénieurs qui veulent faire de la simulation électromagnétique, des équations de Maxwell, ça ne les passionne pas. Par contre, si on leur dit vous allez faire des équations de Maxwell avec des ordinateurs quantiques et avec de l'intelligence artificielle, alors là, on a 50 CV. Et donc, ça redonne une coloration digitale à des métiers en ingénierie qui étaient un peu passés de mode. Je pense que ça nous donne une très bonne conclusion. Il y a un truc que j'ai bien aimé dans ton analogie, c'est vraiment le quantique, c'est une course d'obstacles. Moi, ça fait 6 ans que je vois. À chaque fois qu'on passe à un obstacle qu'on se disait c'était impossible, la correction d'erreur, on l'a pas encore résolu complètement, mais
Et à chaque fois, on le passe et on se dit ouais, bon, mais c'est bien, mais il y a encore plein d'obstacles devant nous. Mais on les a passés jusqu'à présent et c'est vrai que c'est impressionnant. Et les boîtes de hardware comme Alice et Bob et Pascal, ils pensent à 5 ans et ils voient tous les obstacles. Mais ils y travaillent et ça, c'est assez impressionnant. Et le deuxième truc que vous devez retenir, il est parmi nous. Il y a Olivier Ezrati qui publie la Bible du quantique tous les ans. Si vous voulez tout savoir, franchement, vous le téléchargez et vous saurez tout ce qu'il y a à savoir. Et il fait l'effort de d'été tous les ans parce qu'effectivement, ça bouge tellement vite qu'il faut le faire et c'est un travail qui mérite d'être salué. Et c'est gratuit, j'ai oublié de le mentionner, c'est important. Je voulais donner une dernière annonce avec la S2E, qui est une société savante qui fait partie de la F2S, l'ensemble des sociétés savantes avec la Société française de physique, Société française d'optique, Société française du vide. On va organiser le première semaine de décembre 2025 une conférence qui s'appelle Quest IS, Quantum Engineering, Science and Technology for Industry and Services. Et le mot important, c'est Quantum Engineering. Donc on est sorti des laboratoires et on commence à faire de l'ingénierie. Et on voit que les problèmes à résoudre, ils ne sont pas tous quantiques, ils sont beaucoup des problèmes d'ingénierie. Et donc montrer qu'on est sorti des laboratoires. Et cette conférence sera dans les locaux de FR&D sur le plateau de Saclay. Et avec un peu en modèle l'I3O Quantum Week qu'ont lancé les Américains depuis 2-3 ans maintenant, qui attire plus de 1000 chercheurs. Voilà, donc on veut créer un événement français qui sera international, mais qui montrera qu'on a passé une étape et qu'on est passé dans un monde de l'ingénierie quantique. En tout cas, merci à votre attention et on espère vous revoir et contribuer à l'essor de l'industrie quantique.